Bonjour Xavier Guignard, Bonjour. vous êtes co-directeur du programme Afrique du Nord, Moyen-Orient du Centre de recherche Noria, auteur du dernier ouvrage Comprendre la Palestine, une enquête graphique aux éditions Les Arènes. Alors, on sait que l'extrême droite israélienne souhaite un nettoyage ethnique pour réaliser le Grand Israël. Pourquoi proposer un départ soi-disant volontaire des Gazaouis? Bon, la semaine a été ponctuée de déclarations toutes plus folles les unes que les autres et plus criminelles. Suite à l'annonce de Donald Trump, on a en effet l'armée israélienne et son ministre de la Défense qui ont proposé un plan de départ volontaire. Alors derrière l'enrobage humanitaire, la prise en compte de la destruction totale de la bande de Gaza, de près de 30 000 bombes non explosées qui y sont, on a le sentiment spontanément que oui, il faut en pendant quelque temps, déplacer les populations civiles pour, leur permettre de revenir dans des conditions, dignes. Mais ce qui se cache derrière ça, c'est pas un déplacement temporaire ou même l'exercice de leur droit au retour qui leur permettrait, de se déplacer et en Israël et dans le reste du territoire palestinien, mais bien un exil forcé. C'est d'ailleurs ce que Trump mentionnait au premier jour, un départ de toute la population sans retour garanti. Et c'est bien ça qui fait peur pour la population palestinienne qu'on a entendu dans votre reportage, c'est que ce soit une énième répétition d'un départ forcé sans retour. Ce qui leur rappelle la Nakba, bien sûr, la catastrophe. Les Gazaouis ne souhaitent pas partir malgré la destruction de la bande de Gaza. Aucun pays ne sera prêt à les accueillir. Alors, peut y avoir des accueils ponctuels de réfugiés, mais aucun pays ne veut devenir un nouveau pays hôte, comme la Jordanie, la Syrie, le Liban le sont depuis 48-49, avec des camps de réfugiés permanents, puisque Israël bloque leur droit au retour. Aucun pays ne veut se sentir et être mis dans la position d'être complice de cette proposition américano-israélienne, et en premier lieu, l'Égypte et la Jordanie qui se sentent menacés pour des raisons de politique intérieure s'ils accueillaient des Gazaouis chassés de chez eux par la force. Même s'ils dépendent fortement de l'économie, d'aide économique américaine. Et c'est bien là, le piège que tend la diplomatie du coup de force de Trump. Je pense que personne ne croit sincèrement à sa capacité à construire demain la Singapour ou la Riviera du Moyen-Orient, mais il a une capacité de contrainte, notamment par l'arme financière de ces pays, alliés d'Israël, alliés des États-Unis, l'Égypte et la Jordanie, les contraindre à accueillir des centaines de milliers de Gazaouis, ce qui les mettrait au pied du mur en termes de politique intérieure, probablement provoquerait des soulèvements, des contestations fortes pour des pays qui sont arrêtés déjà fragiles dans leur assise politique et dans leur légitimité. Même l'Égypte, vous diriez que c'est un pays fragile dans son autorité, on dirait pas avec le maréchal Al-Sisi. Alors il est très dur, mais sa base sociale, sa légitimité populaire est fragile. Il repose notamment sur son travail avec l'armée qui s'oppose fermement à cet accueil, qui y voit les fondements, si vous voulez, les graines qui vont justifier ou permettre les soulèvements de demain. Et on l'a vu en 2011, Moubarak est tombé alors qu'on le pensait extrêmement stable. Vu l'ampleur de la destruction de Gaza, est-ce que certains Gazaouis ne souhaiteraient pas partir? Il est tout à fait audible qu'une partie de la population de Gaza souhaite partir. Il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'habitation, plus de routes, plus d'eau, plus d'électricité. Dans ces conditions, le fait de vouloir offrir à ses enfants ou à soi-même, dans l'immédiat, un avenir un peu plus clair et audible. Ce qui on doit entendre aussi, c'est la garantie du retour possible et puis la participation des Gazaouis à la reconstruction de Gaza, à leur bénéfice et pas dans un rêve immobilier complètement fou. Est-ce que ces déclarations fracassantes, par ailleurs, ne risquent pas de remettre en cause la trêve qui a été conclue entre Israël et le Hamas, et notamment la libération des otages israéliens retenus par le Hamas? Absolument, on l'a oublié, mais Netanyahou s'était rendu à la Maison-Blanche pour parler de cette négociation. Le cessez-le-feu qui a été signé le 19 janvier est en 3 phases. Et la troisième phase, chaque phase de 42 jours, entend trouver une architecture pour la reconstruction de Gaza et pour une solution politique. Trump a préempté la discussion sur cette dernière phase, ce faisant, en proposant un projet qui va être rejeté massivement par les Palestiniens et les pays arabes, il met en péril la deuxième phase, au cours de laquelle d'autres otages israéliens et d'autres prisonniers palestiniens doivent être libérés. Et cette deuxième phase, c'était l'objet normalement de discussions de Netanyahou et de Donald Trump à Washington. Oui, elle doit commencer dans 4 semaines, à la fin du mois de février. Et elle concerne la libération des otages militaires, le retrait définitif des soldats israéliens de la bande de Gaza et l'annonce d'une période de calme. On peine à voir aujourd'hui comment les négociateurs vont pouvoir se retrouver, dans quelle perspective, et très malheureusement, en faisant ce coup de force, Trump dit au Hamas, votre dernière carte sont les otages que vous détenez encore. Pour s'opposer à ce plan-là, il les met en péril. Et est-ce que ces annonces de Donald Trump et du gouvernement israélien, est-ce qu'elles vont pas accentuer le désespoir des Gazaouis et renforcer le Hamas et d'autres groupes terroristes?
Ce que vous venez de suggérer. Alors, en l'absence de discussion sur une solution politique, ce que la conférence franco-saoudienne prévue pour le mois de juin Mm. entend pousser, mais en absence de discussion du côté israélien ou américain, de facto, il n'y a qu'une seule autorité politique et militaire et administrative à Gaza, c'est le Hamas. Donc, ils sont confortés momentanément par cet état de fait. Ce qui est plus grave, c'est de faire peser sur les Palestiniens de Gaza le risque d'un nouveau déplacement forcé, et ça va raidir considérablement le ton des négociations. Et vous pensez que ça peut remettre en cause la libération des otages israéliens, là? En tout cas, ça a ralenti ou suspendu les négociations en cours. Je pense que les parties à l'accord, mais y compris leurs parrains, égyptiens et qataris, vont demander des garanties sérieuses sur le fait que cette troisième phase ne devienne pas ce qu'on entende, pour pouvoir avoir une négociation à peu près efficace et calme sur la deuxième phase. Il reste entre les mains des groupes palestiniens que, si je puis m'exprimer ainsi, la carte des otages, pour s'opposer à toute perpétuation d'un crime que serait le déplacement forcé de population. Malheureusement, on les conforte dans cette position-là en prenant une telle position. Et est-ce que plus généralement, ça ne remet pas tout simplement en cause les accords d'Abraham et la normalisation des relations prévues entre Israël et l'Arabie saoudite? Alors, il y a les accords d'Abraham qui ont été signés par un certain nombre de pays arabes, Bahreïn, Émirats arabes unis, Maroc, Soudan. Soudan. Il y avait l'envie de monter un nouveau train de signataires, parmi lesquels et en premier lieu l'Arabie saoudite, qui depuis quelques mois exprime très clairement, et on peine à vouloir entendre à quel point c'est clair, son opposition absolue à une normalisation des relations avec Israël en absence d'un État palestinien. Ça a été redit dans un communiqué qui est paru au plein milieu de la nuit, signé par le prince héritier pour s'opposer MBS, Mohamed Ben Salman. fermement à la proposition de Trump et de Netanyahou. Et je pense qu'on peine à saisir à quel point l'Arabie saoudite a changé son braquet et défend maintenant l'établissement d'un État palestinien comme Dans les frontières de garantie. 67 et Jérusalem-Est comme capitale. Absolument, ils reprennent la proposition de l'initiative arabe de paix de 2002. En soi, ils sont très conformes à le droit international. Mais ce qui est nouveau, c'est d'en faire la garantie d'une normalisation et donc d'un ordre régional beaucoup plus stable. L'ONU met en garde contre un nettoyage ethnique. Donald Trump il viole ouvertement le droit international et la charte des Nations Unies. S'il n'y a plus que les rapports de force qui prévalent, comment Trump va pouvoir apporter la garantie, tenir ses promesses d'homme de paix dans le monde? Alors, on peine à le voir, mais vous l'avez mentionné dans un premier sujet, il y a une offensive généralisée contre les instances internationales. Un décret contre la Cour pénale internationale et ses employés, une décision, il y a quelques jours, d'Israël de fermer les bureaux de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens, dans les territoires. Plus largement, effectivement, c'est une volonté d'avancer par le fait accompli et par la force. Je ne sais pas si Trump aura les vertus d'un homme de paix, ce qui est C'est ce certain. qu'il a promis, hein. Il a promis d'apporter la paix dans le monde. Bon, on verra sous quelles conditions. Ce qui est certain, c'est que je ne prends pas complètement à la légère ces déclarations. Alors, la partie du projet immobilier nous paraît complètement farfelue, mais ce qu'il dit est assez en phase avec ce qui était déjà écrit il y a 5 ans dans son plan qu'on a appelé le deal du siècle, Peace to Prosperity. Et il est en ça beaucoup plus conforme et beaucoup plus en ligne qu'on peut l'imaginer avec lui-même et avec une partie effectivement de la droite israélienne, la volonté de vider au maximum la bande de Gaza de ses habitants palestiniens et d'en faire une sorte d'Eldorado économique. Mais il vient d'accepter d'envoyer des bombes de 900 kilos, contrairement à ce qu'avait toujours refusé Joe Biden. Alors je crois que ça avait été suspendu par Biden, ça avait été un moment livré. Ce qui est certain, c'est que En tout cas, là, il a signé officiellement l'envoi. il a signé effectivement une nouvelle livraison, ce qui est probablement un signe de paix et d'attachement au respect des droits humains. On ne sait pas très bien dans quel cadre. Ce qu'on a pu voir depuis un mois, c'est son soutien à la demande israélienne de décaler d'un mois le retrait du Sud-Liban, l'appui à la perception la plus dure de la droite israélienne d'imaginer un Gaza sans Palestiniens. Pour l'instant, ce n'est pas des signes d'un grand attachement à la paix. Sans parler de la Cisjordanie occupée qui ferait également partie des plans. Absolument, il s'est prononcé, et merci d'en parler, il s'est prononcé à ce sujet et a dit « Je répondrai dans 4 semaines aux propositions d'annexion qui m'ont été soumises par Benjamin Netanyahou ». Pendant cette même période, il y a une levée des sanctions sur les colons les plus violents. À Washington, à Jérusalem, il y a une sortie de prison des colons qui avaient été enfermés pour faits de violence. Et il y a un déploiement militaire sans commune mesure dans le nord de la Cisjordanie qui fait craindre à tout moment un embrasement et qui déjà, en droit international, est le déplacement de la guerre de Gaza à la Cisjordanie. Ces propositions, en tout cas, de sa Riviera, si jamais elles sont appliquées, elles sont évidemment dramatiques pour les Palestiniens, mais elles ont aussi des conséquences pour Israël et l'État d'Israël.
Et d'ailleurs, c'était visible sur le visage de Netanyahou pendant leur conférence de presse, qui était à la fois souriant et presque inquiet, parce qu'il a peut-être la mesure de ce que ça implique en termes de risques sécuritaires pour Israël, mais aussi pour toute la région. Cette Riviera que Trump déclarait être au bénéfice de tous les habitants du monde, mais pas des Palestiniens. Ce territoire reconnu comme occupé, dont il demande à Israël, qui n'en a pas la charge, de le transférer aux États-Unis. On est dans une espèce de confusion totale, mais surtout, on fait peser le risque d'un raidissement très fort dans la région contre Israël de la part de pays qui ont signé des accords de paix avec lui. Comme l'Égypte avec Camp David. Mais il y a aussi la nature même de l'État israélien qui changerait. Alors, on ne sait Si pas ces exactement. propositions sont appliquées, ils sont déjà plusieurs centaines, milliers à fuir, Israël, les Israéliens. Il y a effectivement un renversement pour la première fois depuis très longtemps de la balance démographique. Plus d'Israéliens quittent le pays que de nouveaux migrants y arrivent parce que la nature du pays est en train de changer, le raidissement autoritaire du pouvoir et l'emballement et l'engouement pour le fait guerrier a fait fuir une partie de ces secteurs les plus productifs par ailleurs, intellectuels, la tech. Et il y a une transformation visible de la société israélienne qui vient être appuyée ici par les déclarations de Donald Trump. Merci beaucoup Xavier Guignard pour votre Merci analyse. à vous. Merci à vous.